Allez, va, paye ta photo du drapeau de la Palestine sur ton compte Facebook pour montrer que tu partages l'affliction de ce peuple. Tu veux le voir, l'engager, tu veux le voir, le vrai. C'était en septembre 1982. Sur la route de Damas à Beyrouth, Jean Genet voit défiler les innombrables panneaux rédigés dans la langue de l'occupant, en caractères hébreux, effroyables à ses yeux, et qui lui causent, écrit-il, la même souffrance que lorsqu'on pouvait voir des caractères gothiques à Paris durant l'occupation. Il est l'indéfectible ami des terrassés, des condamnés et des victimes, quel que soit leur tort, quel qu'ait été leur crime. Envoyé par ses parents dans un bagne pour enfants avant même d'être adolescent, puis engagé dans la Légion étrangère aux côtés de crapules et truands du monde entier, l'âge et la gloire ne sont pas parvenus à affaiblir la haine intime qu'il a sans cesse nourrie à l'égard des honnêtes gens. Il a conservé intacte la compassion instinctive à l'égard des damnés de toute terre, ainsi qu'une fraternité dévolue envers les criminels, fussent-ils des miliciens allemands occupant Paris. Je cite: J'aime ces petits gars dont le rire ne fut jamais clair. J'aime les miliciens. Je songe à leur mère, à leur famille, à leurs amis qu'ils perdirent tous en entrant dans la milice. Ainsi j'eus, pendant 3 ans, le bonheur délicat de voir la France terrorisée par des gosses de 16 à 20 ans. Fin de citation. À rebours des injonctions formulées par l'éthique moderne, qui place la tolérance au rang de vertu absolue, Jean Genet n'y voit qu'un trait de caractère un peu mou, anesthésiant, et qui dissimule à peine le relativisme bourgeois dont elle regorge. Il s'en saisit avec rage pour mieux la retourner contre le conformisme qui l'a sécrétée. Il la pousse à l'absolu, la radicalise jusqu'au dernier horizon admissible, la contraignant à accepter les travestis vieillissants de Pigalle, les matelots défigurés par la bassesse de leur âme, et même les ébats homosexuels d'Adolf Hitler se soumettant aux assauts physiques d'un jeune Parisien. Puisque le catéchisme exhorte à aimer les deux larrons qui entourent le Christ dans son supplice, à pardonner aux fils prodigues et à avoir pitié des assassins, bref, à voir de la beauté jusque dans la fange la plus épaisse, alors il faudra bien que la France bourgeoise accepte que l'officier qui commande le massacre d'Oradour-sur-Glane, je cite, a fait ce qu'il a pu, beaucoup, pour la poésie, et ayant bien mérité d'elle, mérite son admiration. Fin de citation. La victime au pied de laquelle se jette Jean Genet n'est pas celui qui meurt sous la mitraille des armées, mais le prisonnier, celui qui ne peut fuir ni sa geôle ni son destin, depuis Maurice Pilorge, le condamné à mort qui lui inspira l'œuvre du même nom, jusqu'au milicien contraint d'accepter son devoir macabre et de l'honorer. D'octobre 1970 à avril 1971, Jean Genet se rend en Jordanie où il découvre de l'intérieur le mouvement de libération de la Palestine. Ces combattants prêts à en découdre, leur attitude parfois terrifiante et parfois attendrissante, mais surtout la conviction avec laquelle ils servent la cause de leur peuple. À l'inverse de certains contemporains, il ne fait en aucun cas partie de cette aristocratie littéraire qui, à grand renfort d'érotisme homosexuel, ne retranscrit des soldats sur lesquels elle pose un regard libidineux que la beauté des corps, sans jamais s'émouvoir de la beauté de leur combat. Dans son texte 4 heures à Shatila, le poète fait coïncider la beauté des révolutionnaires avec la noblesse de leur cause. Voici ce qu'il écrit. L'affirmation d'une beauté propre aux révolutionnaires pose pas mal de difficultés. On sait, on suppose, que les enfants jeunes ou des adolescents vivant dans des milieux anciens et sévères ont une beauté de visage, de corps, de mouvement, de regard assez proche de la beauté des fédayines. L'explication est peut-être celle-ci. En brisant les ordres archaïques,
Une liberté neuve se ferait à travers les peaux mortes, et les pères et les grands-pères auront du mal à éteindre l'éclat des yeux, le voltage des tempes, l'allégresse du sang dans les veines. Fin de citation. Si la cause des Palestiniens le saisit au cœur avec tant de force, c'est que cette fois, les prisonniers dont il s'éprend sont des innocents et que leur bourreau est un État tout entier et non plus une assemblée de juges aigris. À cette époque, il est en contact avec Yasser Arafat, figure de la résistance érigée en épouvantail absolu du terrorisme par Israël, mais il est également en contact avec Leila Shahid, qui est la première à l'entretenir des événements politiques en cours au Moyen-Orient, et à le tenir aussi au fait des enjeux de la guerre qui est en train de se dérouler au Liban. Dans des œuvres antérieures, Jean Genet s'est déjà illustré par un militantisme politique plus ou moins explicite, notamment dans Le Condamné à mort ou encore dans Notre-Dame des Fleurs, principalement dirigé contre les institutions, en tête desquelles l'industrie de la justice, comme il dit. Cette fois, la démesure des événements lui en donne la certitude. La poésie ne suffira plus. L'évocation des destinées individuelles prisonnières d'un monstre dont elle révèle tour à tour l'absurdité et la violence ne suffit plus. Il ne veut pas se résoudre à une simple description des atrocités dont ses yeux de vieillard sont témoins. S'il ne renonce pas pour autant à rapporter ces scènes infernales que jonchent les cadavres mutilés, il affirme être conscient qu'elles ne sont qu'un détail et les traite comme telles. Voici ce qu'il écrit. Pour moi, comme pour ce qui restait de la population, la circulation à Shatila et à Sabra ressembla à un jeu de saute-mouton. Un enfant mort peut quelquefois bloquer les rues. Elles sont si étroites, presque minces, et les morts si nombreux. Leur odeur est sans doute familière aux vieillards. Elle ne m'incommodait pas. Mais que de mouches. Si je soulevais le mouchoir ou le journal arabe posé sur une tête, je les dérangeais. Rendue furieuse par mon geste, elle venait en essaim sur le dos de ma main et essayait de s'y nourrir. Fin de citation. D'ordinaire si magistral, lorsqu'il balance son esprit des plus singulières précisions jusqu'aux vérités les plus absolues, l'écrivain s'avoue ici vaincu par son propre procédé. La réalité du conflit est incommensurable à la littérature, ou du moins à une littérature qui entendrait rendre compte de la vérité de la guerre dans sa totalité. En effet, alors que les assassins qui peuplaient les prisons fantasmées de ses premières œuvres étaient avant tout comme il disait, victimes insolentes, des voleurs intolérables aux juges et aux marchands, engagés dans un face-à-face humain et tangible, les Palestiniens sont par contre un peuple menacé d'éradication par un État, une multitude anonyme aux prises avec un fantôme. Il lui faut donc renoncer aux images et au style, et Jean Genet n'hésite pas à recopier des articles de journaux ou à retranscrire ses conversations monotones avec les habitants hagards, survivants miraculeux dans cette, je cite, ville en miettes et par terre, parcourue, soulevée, portée par la pesante odeur de la mort. Fin de citation. Dans son texte Un captif amoureux, œuvre posthume dans laquelle il reviendra plus violemment encore sur son attachement aux Palestiniens et à leur cause, l'écrivain parle, je cite, de cet obstacle littéraire qui fut posé en Palestine. Conscient de la complexité du problème auquel il se confronte, Jean Genet l'est tout autant de la singularité de l'ennemi auquel il s'attaque. Il le voit avant tout comme une ombre menaçante,
planant au-dessus de Beyrouth, prête à s'y déverser avec sa terrible pluie d'acier. Mais plus encore, plus, il le nomme et le perçoit essentiellement comme une puissance coloniale, identique à celle contre lesquelles il s'était déjà battu auparavant. Voici ce qu'il écrit. En 1917, le coup d'Abraham est réédité. Dieu était déjà la préfiguration de Lord Balfour. Dieu disait, et disent encore les Juifs, avait promis une terre de miel et de lait à Abraham et à sa descendance. Or cette contrée, qui n'appartenait pas au Dieu des Juifs, ces terres étaient déjà pleines de Dieu. Cette contrée était peuplée des Cananéens, qui avaient aussi leur Dieu, et qui se battirent contre les troupes de Josué. L'Angleterre, en 1917, ne possédait pas encore la Palestine, cette fameuse terre de lait et de miel, puisque le traité qui lui en accorda le mandat n'avait pas encore été signé. Jean Genet note froidement cette déclaration de Menahem Begin, alors Premier ministre israélien, face à la Knesset. Des non-juifs ont massacré des non-juifs. En quoi cela nous concerne-t-il ? L'écrivain sait, pour l'avoir vu, ce que les médias et l'histoire mettront du temps à admettre. Si les phalangistes chrétiens se sont acharnés pendant plusieurs heures sur des milliers de civils palestiniens, mutilant le corps d'un grand nombre de leurs victimes et s'amusant à défigurer leurs dépouilles, c'est bien et bel et bien Israël qui a laissé les milices pénétrer dans Sabra et Shatila. Il va même plus loin et affirme que ce sont les responsables militaires israéliens qui ont ordonné le massacre, les milices chrétiennes n'opérant que comme sous-traitants. Il clame par ailleurs sa confiance en l'histoire et se convainc qu'un jour la vérité sera connue de tous et la justice rendue. Mais ce qui était alors le chef des phalanges libanaises, Eli Obeika, sera assassiné devant chez lui en 2002, 2 jours avant l'ouverture du procès contre Ariel Sharon, visant à déterminer le degré d'implication de l'État israélien dans ces massacres. Jean Genet refuse le doute. Le sang ne ment pas, écrit-il dans Un captif amoureux. Que veut Israël ? Détruire les Palestiniens. Il tue des hommes, il tue des morts. Fin de citation. Il tue des morts. Son jugement radical lui valut plusieurs accusations d'antisémitisme dont la plupart furent habilement lancées contre lui après sa mort, faisant artificiellement rejaillir à dessein ses écrits sur l'occupation. Pour l'heure, dans le dédale de ruines qui l'entoure, Jean Genet serait prêt à abandonner toute la renommée littéraire qui est la sienne et à laisser derrière lui l'Europe entière. Voici ce qu'il écrivait. Quand on songe aux précautions dont on s'entoure en Occident dès qu'on constate un décès suspect, les empreintes, l'impact des balles, les autopsies et contre-expertises, à Beyrouth, à peine connu le massacre, l'armée libanaise officiellement prenait en charge les camps et les effaçait aussitôt, les ruines des maisons comme celles des corps. Qui ordonna cette précipitation ? Fin de citation. À ces interrogations, on lui oppose l'absurdité d'un engagement stérile. Pourquoi un écrivain tiendrait-il à connaître la véritable motivation et le véritable commanditaire d'un génocide se déroulant à des milliers de kilomètres de ces faubourgs parisiens ? La question agita bien moins le critique et la critique lorsque Malraux ou Hemingway s'engagèrent durant la guerre d'Espagne, sans davantage de nuances ni de modération. Jean Genet, lui, refuse de se justifier. C'est en tant que damné qu'il s'exprime, et c'est par la fraternité dans la misère que son empathie se mue en révolte. Lui, le voleur condamné, arpenteur du Pigalle nocturne, crachant au pied des rentiers de Montmartre sans se raviver une dernière fois, bien des années après sa jeunesse insoumise, la flamme du combat qui avait toujours brûlé en lui. Il n'est pas un écrivain engagé, mais un enragé écrivant. C'est un enragé écrivant.
C'est contre la résignation qu'il soutient le terrorisme, en l'appelant comme tel, sans honte, et contre la soumission qu'il se bat pour que les masques tombent. Car plus encore que la bestialité des soldats qui a pu l'émouvoir par le passé, c'est la lâcheté des décisionnaires qu'il exècre de toute son âme. À ses yeux, Israël entier est coupable. Que l'on trouve des bons comme des mauvais dans chacun des camps, et qu'il doive y avoir des, comme il dit, bons Israéliens, tel n'est pas son problème, qu'ils se chargent eux-mêmes du tri. Jean Genet refuse la nuance politique qu'il accuse de sans cesse complexifier les faits plutôt que de les expliquer, et de multiplier les encombrements de la retenue et de la lenteur, sauf lorsqu'il s'agit de tirer dans le tas. Il refuse de diriger sa haine contre la droite israélienne ou contre Tsahal et ses armes. Que les bouchers soient des généraux de la droite radicale n'arrange que mieux la gauche et les modérés qui s'en lavent les mains. Voici ce qu'il écrivait. Les Français ont l'habitude d'employer cette expression fade, le sale boulot. Eh bien, comme l'armée israélienne a commandé le sale boulot aux chrétiens libanais, les travaillistes ont fait accomplir le sale boulot par le Likoud, Begin, Sharon, Shamir. Fin de citation. Dans le fond, le texte de Jean Genet demeure profondément littéraire et même s'il revêt dans certaines de ses dénonciations les plus véhémentes des airs de pamphlet, il conserve une constance poétique et une certaine forme de tendresse qui en font assurément l'un des écrits les plus inspirés de l'auteur. Interdit de territoire aux États-Unis, il avait déjà soutenu publiquement quelques années auparavant le mouvement des Black Panthers. Cet engagement, le plus méconnu et délibérément ignoré par ceux qui l'accusèrent de ne réserver son indignation qu'à Israël, est pourtant la preuve même qu'il fut avant tout un compassionnel féroce, un mercenaire sans nuance, prêt à assumer les partis pris les plus intransigeants, et qu'il ne choisissait pas les victimes dont il épousait la cause, mais les bourreaux dont il combattait les appétits. Voici ce qu'il écrivait. Israël rase Shatila. Il n'est pas absent de la spéculation immobilière sur le terrain aménagé. C'est 5 millions anciens le mètre carré encore ravagé. Mais propre, ce sera. Fin de citation. Son seul et éternel adversaire fut la force mystérieuse entravant la route des hommes vers eux-mêmes, les divisant et les éloignant sans cesse plus dangereusement de l'amour. Je finirai sur ces mots-là, ces mots qu'il a écrits, cette poésie. Âme de mes tués, tuez-moi, brûlez-moi. Michel-Ange exténué, j'ai taillé dans la vie, mais la beauté Seigneur, toujours je l'ai servi.